Monsieur le Président, c'est la 20e session. Le club Valdai a fêté son 19e anniversaire et pendant que c'est la 20e session, parfois ça arrive. Et quand nous regardons les archives du club Valdai, j'ai l'impression que cette chronique de temps crucial, c'est vraiment une période, époque très intéressante, mais je tiens à souligner que toutes ces 20 rencontres, vous n'avez jamais raté aucune. Vous avez toujours rencontré vos collègues de Valdai, parce qu'il y a des collègues que vous avez rencontrés auparavant pendant les premières sessions et ceux qui vous voient pour la première fois. Et je serai ravi de vous présenter, de faire part de votre vision aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Chers participants de la session plénière, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis ravi de vous saluer tous à Sochi, à cette session, 20e session, comme notre modérateur vient de le dire, 20e session du club de discussion international Valdai. Notre, ou je dirais votre forum, qui traditionnellement a réuni des politiciens, des scientifiques, des chercheurs, des experts et de plusieurs pays du monde, confirme encore une fois le statut élevé d'une plateforme intellectuelle très sollicitée. Les discussions à Valdai reflètent toujours les processus les plus importants de la politique mondiale du XXIe siècle, aussi complexe qu'il soit. Je suis persuadé que ce soit comme ça aujourd'hui. Ça a été déjà pendant les journées précédentes, lorsque vous avez eu des discussions, des échanges, et ça va continuer comme ça, parce que nous avons devant nous une mission de construire un monde nouveau. Et les étapes qui jalonnent cette route, le rôle et les responsabilités de vous, chers collègues, des intellectuels, votre rôle n'est pas à sous-estimer. Pendant les années d'activité de ce club, dans notre pays et dans le monde entier, on a vu des changements sérieux, même, je dirais, des changements colossaux, énormes. Pour les mesures historiques, une vingtaine d'années, c'est pas beaucoup, c'est pas long. Mais lorsque ces 2 décennies tombent sur l'époque de changement radical de l'ordre mondial, le temps se rétrécit. Je pense que vous serez d'accord avec moi que pendant ces 2 décennies, on a eu plus d'événements qu'on aurait pu avoir pendant plusieurs décennies à l'époque. Et justement, ces modifications de qualité exigeant le changement des principes même des relations internationales qui ont eu lieu. Au début du XXe siècle, on a espéré que tous les peuples ont tiré l'expérience d'une confrontation militaire et politique idéologique du siècle passé. Que les retombées néfastes de cet effet et la fragilité de notre planète. On aurait cru que tout le monde devait comprendre que les problèmes communs de l'humanité exigeaient les efforts communs pour les dépasser. Et la négligence des défis et de nécessité de coopération ne mène qu'à l'impasse. De même que des tentatives des plus forts à imposer aux autres leur propre intérêt et leur propre point de vue. Ça devrait être évident pour tout le monde. Ça aurait dû. Mais, en fait, il se révèle que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la séance plénière de club, il y a une vingtaine d'années, notre pays a entamé une nouvelle étape de son développement. La Russie a surmonté une étape très compliquée après l'effondrement de l'URSS. Avec toute notre énergie, avec notre bonne volonté, nous nous sommes impliqués à la construction d'un nouveau monde, d'un ordre plus juste, d'un ordre mondial. Notre pays est capable d'y apporter une forte contribution parce que nous avons quoi proposer à nos partenaires, à nos amis, au monde entier. Malheureusement, notre disponibilité, notre volonté à avoir une coopération constructive a été mal comprise par certains partenaires. C'était perçu comme docilité, comme notre accord pour voir l'ordre mondial être construit par ceux qui se sont proclamés vainqueurs de la guerre froide.
Ils ont cru que notre pays était prêt à suivre quelqu'un, à être dominé et à se faire guider non pas par ses propres intérêts nationaux, mais par les intérêts des autres. On a dit pendant plusieurs années que ces approches et cette vision n'étaient pas correctes et que cela pourrait être dangereux, mais on n'a pas été entendus. Personne n'a pas voulu nous entendre. Nos partenaires, nos soi-disant partenaires à l'Occident étaient trop sûrs d'eux-mêmes. Les États-Unis, leurs satellites, ont pris le cap dur vers la domination, l'hégémonie militaire, politique, économique, culturelle, même morale, et des valeurs. Nous avons compris tout de suite que les tentatives de faire instaurer une monopolie étaient vouées à l'échec. Le monde est trop divers, trop diversifié pour qu'on pourrait le faire inclure dans un seul cadre. Bien que l'Occident ait cette puissance accumulée pendant des siècles de la politique coloniale. Et vos collègues, nombreux, qui sont absents ici aujourd'hui, mais ils nient pas que le bien-être de l'Occident a été pour la majeure partie atteint grâce à des colonies pendant des siècles. Ça, c'est le fait. En fait, un tel niveau de développement a été atteint en une forte partie grâce au pillage de la planète. L'histoire de l'Occident, en fait, c'est une chronologie de l'expansion sans fin. L'Occident, c'est une pyramide militaire et financière, une pyramide énorme, qui a toujours besoin de nouveaux combustibles pour se conforter. Elle a besoin des ressources naturelles, technologiques, humaines, des ressources des autres. C'est pourquoi l'Occident ne peut pas s'arrêter. Il n'a pas cette intention. Nos arguments, nos appels à l'esprit ont été ignorés. Je l'ai déjà dit au public, et je l'ai dit à nos partenaires, à nos alliés, et à une certaine époque, votre aimable serviteur a donné cette supposition. Peut-être on pourrait intégrer le temps, mais non. Le temps n'a pas besoin dans tel pays. Non. Et alors, on pourrait se poser la question, à quoi encore? On a pensé déjà qu'on était déjà les mêmes, qu'on était déjà entre les mêmes pays. On n'avait plus cette confrontation idéologique. Où était le problème? Mais le problème est peut-être dans les intérêts géopolitiques et à cette appréciation hautaine des autres, cet esprit d'être trop sûr de soi-même. Et cette pression géopolitique qui monte nécessite une réaction. J'ai déjà dit plusieurs fois que nous n'avons pas commencé cette soi-disant guerre en Ukraine. Au contraire, on fait tout pour la terminer. Ce n'était pas nous qui avons organisé un coup d'État à Kiev en 2014, un coup d'État anticonstitutionnel, ensanglanté, où que ça se passe. On entend toujours tous les médias qui sont contrôlés par le monde anglo-saxon. Il ne faut pas faire comme ça, c'est antidémocratique, les coups d'État sont condamnés. Et là, c'était toléré. On a même déclaré le montant des fonds qui ont été déboursés pour organiser ce coup d'État. À l'époque, on s'occupait de soutenir les habitants de la Crimée et de Sébastopol. On n'a pas organisé ni orchestré un coup d'État. Ce n'était pas nous qui avons terrorisé les habitants de la Crimée et de Sébastopol en mettant en danger des purges ethniques. Ce n'était pas nous qui avons menacé de chasser tout le monde qui parlait russe. Alors là, tout le monde est bien informé, tout le monde est intelligent. On peut bien faire déformer l'esprit à des gens qui reçoivent les informations des masses médias. Mais vous savez ce qui s'est passé. Pendant 9 ans, on a bombardé, on a tiré des chars. C'était une vraie guerre contre le peuple de Donbass. Et personne n'a compté les enfants tués au Donbass. Personne dans d'autres pays, surtout à l'Occident, n'a pas versé une seule larme pour les victimes. La guerre que le régime de Kiev a commencé avec le soutien de l'Occident, ça ne date pas d'hier, c'est une dizaine d'années. Et l'opération militaire spéciale vise à mettre fin à cette guerre. Et ça nous rappelle que les pas unilatéraux, qui soit leur origine, inévitablement auront une réaction conforme. L'action fait naître la réaction.
C'est comme ça que doit agir chaque État responsable, souverain, indépendant, qui a le respect pour soi-même. Chacun prend en considération que dans le système international où chacun qui se croit être le seul juste et le seul dominateur, chacun peut devenir la cible de ce dominateur, de ce hégémon qui a perdu le sens de la mesure, le sens de la réalité. Malheureusement, il est force de constater que nos partenaires occidentaux ont perdu ce sens de la réalité. Toutes les limites possibles et imaginables ont été dépassées. Il ne fallait pas. La crise ukrainienne, ce n'est pas un conflit territorial. La Russie est la plus grande territoire, le plus grand pays en vue de son territoire. On n'a aucun intérêt du point de vue de s'emparer des territoires supplémentaires. On a encore affaire avec nos territoires en Sibérie orientale et l'Extrême-Orient. Ce n'est pas un conflit territorial. Il ne s'agit même pas de faire installer l'équilibre régional. La question est plus fondamentale. Il s'agit des principes qui seront à la base du nouveau ordre mondial. La paix durable ne sera installée que le moment où tout le monde se sentirait en sécurité, lorsque tout le monde va comprendre que ses intérêts sont respectés, lorsque l'équilibre régnera dans le monde, où personne ne pourra pas forcer les autres à vivre et se conduire de manière dont le dominateur désire. En niant toutes sortes même de notions de souveraineté qui est rejetée à la poubelle. Il est évident que le désir de protéger les approches des blocs et ce désir de se faire limiter par la confrontation nous et eux, c'est voué à l'échec. C'est un produit de la culture occidentale, au moins de ses émanations les plus agressives. Je répète encore une fois, l'Occident a toujours besoin d'un ennemi. Une certaine partie de l'Occident, des élites occidentales, ils ont besoin d'un ennemi et la lutte contre lequel pourrait expliquer certaines actions expansionnistes. Cet ennemi, on en a besoin pour garder le contrôle antérieur à l'interne de ce système, à l'interne de ces blocs, soit l'OTAN, soit autre bloc politique. Alors là, on a un ennemi et tout le monde doit se réunir autour du leader. Ce n'est pas notre affaire comment les autres pays vivent. Mais néanmoins, nous voyons que dans plusieurs de ces pays, les élites, la gouvernance, forcent la population à prendre les décisions que la majorité, et parfois la majorité écrasante, des citoyens ne veulent pas accepter. On les force à le faire en inventant continuellement des causes, en trouvant des causes externes à des problèmes internes, en citant et en multipliant les causes et les menaces. Du point de vue historique, on a déjà l'habitude de les voir, mais on essaie de former cet esprit d'ennemi pour tout le monde qui n'est pas prêt à suivre aveuglément ces élites occidentales. Peu importe, la République populaire de Chine, l'Inde, à l'époque. Maintenant, on fait des efforts pour avoir l'amitié avec l'Inde. Tout est clair. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais le gouvernement indien est autonome, indépendant et orienté aux intérêts nationaux. Et je pense que ces tentatives n'ont pas de sens. Maintenant, on continue. Alors, le monde arabe, on fait des tentatives à en faire des ennemis. C'est une approche sélective, assez prompte. Mais même les musulmans, parfois, on s'efforce à les présenter comme un milieu hostile. Presque tout le monde qui a l'audace d'être indépendant et de suivre ses intérêts, en un clin d'œil, devient un obstacle pour ces élites occidentales. Et les obstacles, il faut les éliminer. On impose au monde des constructions artificielles en format des blocs. On le voit en Europe, où pendant des décennies, on voit progresser
cette ligne d'extension de l'OTAN. De même, on voit en Asie-Pacifique et en Asie du Sud, où on fait des efforts à briser cette architecture ouverte et inclusive de coopération. Cette approche de bloc, et il faut le dire honnêtement, il s'agit de limiter les droits et les libertés des pays pour leur propre développement. C'est le pays de les faire rentrer dans une cage des obligations. Il est évident, il s'agit de la reprise d'une partie de la souveraineté. Et ensuite, ce qui est le cas assez fréquent, leur imposer des décisions dans d'autres sphères, à part la sécurité, et avant tout dans l'économie. On le voit maintenant dans les relations entre les États-Unis et l'Europe. Je pense qu'il est superflu de donner des explications. S'il le faut, pendant les discussions, on peut en reparler après mon intervention. Alors, à ces fins, on s'efforce à faire remplacer le droit international par un ordre basé à des règles. Quelles sont ces règles? Qui les avait inventées? On ne comprend pas. C'est rien. Ce sont des absurdités qu'on s'efforce à faire régner dans les esprits des gens. C'est quoi ça? Et si vous permettez, nos collègues occidentaux, avant tout nos collègues américains, ne se limitent pas à faire installer ces règles. Ils donnent des leçons à tout le monde. Comment faut-il respecter ces règles? Comment un tel et tel pays doit se comporter? Et on le fait d'une manière assez hautaine. Se fait toujours les effets de cet esprit colonial. On entend toujours « vous devez »,« vous êtes obligé », on vous prévient avec tout notre sérieux. Mais qui êtes-vous? Qui vous a donné le droit de tenir les discours pareils? De lancer ces préventions? C'est étonnant. Peut-être ceux qui le disent, peut-être c'est le temps d'arrêter de se comporter ainsi, de quitter votre orgueil, votre morgue, votre arrogance. Peut-être c'est le temps de quitter cet esprit de l'époque de la dominance coloniale. On veut toujours leur dire, alors essuyez vos yeux, cette époque est terminée et elle ne reviendra jamais, jamais. Je vais même dire plus, pendant des centenaires, un tel comportement n'a fait que la même chose. Ça n'a fait que renaître les grandes guerres. Pour justifier ces guerres, on a inventé des justifications logiques, religieuses et pseudo-morales. Aujourd'hui, le danger est plus important parce que l'humanité dispose des moyens pour détruire la planète entière. Et cette manipulation des esprits de volume inattendu sème la perte de ce sentiment de réalité. Et ce cercle vicieux, il faut trouver la sortie de ce cercle vicieux. C'est pour ça que vous, chers collègues, vous vous réunissez à cette plateforme de Waldheim. Le concept de la politique internationale de la Russie qui a été adopté cette année décrit notre pays comme un état civilisation authentique. C'est cette formule-là qui explique notre compréhension de notre propre développement, mais aussi de notre compréhension des principes essentiels de l'organisation de l'ordre mondial. Et nous espérons que ces principes vont faire régner. Et on peut avoir de différentes interprétations, mais il y a un monde soi-disant civilisé qui doit servir de l'exemple pour le monde entier. Et tout le monde devrait suivre ces standards, ces exemples. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils seront forcés à rentrer dans cette civilisation avec une matraque du maître bien illuminé. Alors, ces temps-là, c'est fini. Et notre compréhension de la civilisation est tout à fait différente. Tout d'abord, les civilisations sont nombreuses et aucune d'entre elles n'est pas meilleure ni pire que les autres. Ces civilisations sont égales comme... elles reflètent les attentes de leur peuple pour
chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très authentique. Et pour moi, il s'agit des sentiments de même peuple dont j'ai l'honneur d'être représentant. Dans le monde entier, les partisans des approches civilisationnelles continuent leur réflexion à propos de la notion même de la civilisation. Il s'agit d'une notion multifonctionnelle. Pour ne pas rentrer dans les profondeurs philosophiques, je vais essayer de donner l'explication assez concrète, valable pour le jour d'aujourd'hui. Les qualités essentielles de l'État civilisationnel, c'est la diversité et l'authenticité. Le monde contemporain court toutes sortes d'unifications. Chaque État, chaque société désire d'élaborer elle-même leur voie de développement en se basant à sa culture et à ses traditions renforcées par la géographie et l'expérience historique, longtemps ou récent. Il s'agit aussi de faire suivre ces valeurs, dans une synthèse compliquée qui fait naître une authenticité civilisationnelle. Et cette diversité et authenticité, c'est le gage du développement. Pendant des siècles, la Russie a été formée comme un pays de plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs nationalités. La civilisation de la Russie ne peut pas être réduite à un seul dénominateur, mais elle ne peut pas être divisée non plus, parce que ça n'existe qu'en son ensemble. Garder l'unité dans un tel état, c'est une mission pas aussi simple que ça. Pendant des siècles, on a dû surmonter des défis que nous avons surmontés, parfois ayant payé en lourd fardeau. Mais tout ça a fait renforcer notre unité et l'intégrité de l'État russe. Aujourd'hui, cette expérience n'est pas à sous-estimer. Le monde est de plus en plus diversifié. On ne pourra jamais résoudre tout le problème complexe en égalisant tout le monde. Il est à mentionner qu'un système efficace et valable ne peut pas être inspiré de l'extérieur. Ce système doit grandir à partir des racines civilisationnelles des peuples et des pays. Et la Russie est l'exemple de cette création du système organique. Ce support civilisationnel nécessaire pour avoir du succès dans ce monde compliqué, déboussolé d'aujourd'hui. Les pays sont de plus en plus nombreux à tirer cette conclusion en étant conscients de leurs propres intérêts et leurs propres besoins, leurs capacités et leurs restrictions et le niveau de leur interaction avec le monde extérieur. Je suis persuadé que l'humanité va non pas à la fragmentation, au segment en concurrence, non pas à cette lutte entre les blocs, non pas à l'universalisme privé de l'âme. Au contraire, le monde va vers la synergie civilisationnelle des grands espaces, de l'ensemble des espaces qui se croient comme tels. Mais en même temps, les États, ce ne sont pas les constructions universelles. Un système pour tout le monde, non, ça n'existe pas. Chaque État est différent. Chacun est authentique du point de vue culturel. Chacun prend ses racines et ses valeurs dans ses traditions, en se basant aussi au respect aux autres. Et en attendant le même respect de la part des autres. En fait, la civilisation n'impose rien jamais, mais ne permet rien imposer à elle-même. Si tout le monde va se faire guider par ces règles, ça va assurer la coexistence harmonique et la coopération créative de tous les acteurs du processus mondial. Il s'agit d'une énorme responsabilité, il s'agit de faire réagir à des attentes extérieures, à faire construire des liens étroits et constructifs avec d'autres civilisations. Et ce qui est le plus important, c'est de garder l'harmonie et la stabilité interne. Nous tous, nous voyons que l'espace international aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, malheureusement est instable et assez agressif. Encore un point très important, il ne faut jamais
trahir sa propre civilisation. Ça ne mènera qu'au chaos universel. De notre côté, nous avons toujours essayé de proposer des solutions qui prendraient en compte les intérêts de tout le monde. Mais nos interlocuteurs occidentaux ont peut-être oublié les notions comme compromis et les efforts d'atteindre les résultats admissibles pour tout le monde. Non, ils sont obstinés par une seule chose, faire peser par tout prix leur intérêt ici et maintenant. Si ça, c'est leur choix, allons voir ce qu'ils vont produire. Il est paradoxal que demain même, la conjoncture peut changer. C'est là le problème. Peut-être la politique interne va peut-être changer après des élections. Par exemple, un pays qui fait peser ses intérêts et le lendemain, des modifications se produisent à l'intérieur de sa politique. Et avec la même puissance, on va faire peser des autres intérêts, des autres valeurs, parfois contradictoires. Un exemple le plus éloquent, c'est le programme iranien, le dossier iranien. Une administration a forcé de prendre une solution. Ensuite, après le changement de l'administration, c'était volte-face. Comment peut-on travailler dans ces conditions? Où sont les références, les repères? Où sont les garanties? Est-ce que c'est ça, ces règles dont on parle? Alors, c'est rien. Pourquoi on a ça? Parce que, pour remplacer l'esprit stratégique, on a pris les efforts de suivre les intérêts lucratifs, non même pas des peuples, mais des élites qui se succèdent. D'où vient cette irresponsabilité des élites politiques qui parfois ont oublié toute vergogne et toute peur, et se croyant être sans péché. L'approche civilisationnelle est à contrepartie à ces tendances, parce qu'il s'agit de protéger les intérêts qui ne sont pas dictés par la conjoncture momentanée, mais par l'expérience historique qui est à la base de la perception de futur harmonique. Si on va se faire guider par ces propos-là, à mon point de vue, les conflits seront beaucoup moins fréquents et leurs solutions seraient plus faciles. Chacun qui n'est pas en contradiction, qui ne fait pas des efforts à changer les autres civilisations. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu le rapport qui a été préparé pour les réunions d'aujourd'hui par le Club de Valdai. Et là, je lis qu'aujourd'hui, tout le monde s'efforce à comprendre et à percevoir cette image de l'avenir. Il est tout à fait normal qu'à l'époque des modifications majeures, il reste crucial de comprendre où nous allons. Et il est évident que c'est aujourd'hui que nous créons l'avenir, non pas sous nos propres yeux, mais par nos propres mains. Et évidemment, lorsqu'il s'agit des processus gigantesques et trop compliqués, il est parfois compliqué, voire impossible de prévoir le résultat. Quoi qu'on ne fasse, la vie va apporter ses modifications, va dire son mot. Mais au moins, il faut se rendre compte quel est notre objectif. Où voulons-nous arriver? Et la Russie a cette compréhension. Primo, nous voulons vivre dans un monde ouvert, interlié, où personne ne va essayer de faire installer des barrières artificielles pour les relations entre les gens qui aspirent leur prospérité. Le milieu doit être sans barrière. C'est ça ce qu'il faut atteindre. Secondo, nous voulons que la diversité du monde soit non seulement conservée, mais servirait le fondement du développement. Imposer à tout peuple ou pays la manière de vivre, de se sentir, ça doit être interdit. Ce n'est que la diversité culturelle et civilisationnelle qui peut assurer le bien-être des gens et de leur intérêt. Tertio, nous sommes pour la représentation maximale. Personne n'a le droit et ne peut pas gérer le monde
pour les autres. Le monde futur, c'est le monde des solutions collectives prises à un tel niveau où ces solutions sont plus efficaces et avec la composition des acteurs qui sont en mesure de porter leur contribution importante à la solution des problèmes. Ce n'est pas un seul qui doit résoudre pour tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui doit résoudre chaque question. Les parties concernées doivent se concerter pour trouver la solution. Quatrièmement, nous sommes pour la sécurité universelle et le monde durable basé à des intérêts de tout le monde, à partir des grandes puissances jusqu'aux pays les plus petits, les pays émergents. L'essentiel, c'est de faire libérer les relations internationales de cette approche de bloc, et cet héritage de la guerre froide et du passé colonial. Pendant des décennies, on proclame la nécessité d'assurer la sécurité indivisible et que la sécurité d'un pays ne peut pas être assurée au détriment de la sécurité des autres. Il faut rejeter l'arrogance et arrêter de regarder les autres comme des partenaires de deuxième classe ou comme des sauvages ou des expulsés. Cinquième point, nous sommes pour la justice pour tout le monde. L'époque coloniale, c'est du passé. Les pays sont conscients de leurs intérêts et leurs capacités et sont prêts à fier à leurs propres capacités, ce qui fait multiplier leurs forces. Tout le monde doit avoir l'accès à des biens du développement moderne. Et les tentatives de limiter cet accès doivent être considérées comme un acte d'agression. C'est comme ça. Sixième point. Nous sommes pour l'égalité, pour la différence des potentiels des différents pays. Il s'agit d'un fait tout à fait objectif. Mais ça reste aussi objectif que personne n'est prêt à la soumission, à poser ses intérêts à la dépendance des autres, des plus forts ou des plus riches. Et il s'agit d'une quintessence de l'expérience historique de l'humanité. Ce sont les principes que nous voulons suivre nous-mêmes et au respect desquels nous invitons tous nos amis et tous nos collègues. Chers collègues, la Russie a été, et toujours le cas, l'une des bases du système mondial qui invite à coexister ceux qui agissent pour la paix et la prospérité et s'opposer à ceux qui font la promotion de la violence et du diktat. Nous sommes sûrs que le pragmatisme et la bonne raison vont remporter la victoire. Et le monde multipolaire va s'affirmer. Et en conclusion, j'aimerais remercier les organisateurs de ce forum, comme d'habitude, pour une préparation de très haute qualité et à tous les participants de cette session d'anniversaire, j'aimerais remercier de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet exposé très détaillé des questions globales de concepts, parce que c'est tout à fait vrai que dans le cadre du Club de Valdai et sur d'autres plateformes, tout le monde essaie de comprendre les cadres qui vont changer, les cadres qui ne fonctionnent plus, et on n'a pas encore réussi beaucoup. On sait ce qui n'existe plus, mais on ne sait pas ce qui va apparaître. Je pense que votre discours, c'est l'une des tentatives de faire le détail de ces principes. Et si vous permettez, pour attraper ce que vous avez déjà dit, surtout la partie très intéressante consacrée aux civilisations et aux approches des civilisations, l'autre jour, vous avez déjà dit, mais il y a très longtemps, une phrase très forte et brillante que les frontières de la Russie s'achèvent nulle part. Si les frontières de la Russie s'achèvent nulle part, et apparemment les frontières de la civilisation russe, c'est la même chose, on ne peut rien rajouter. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre où se trouve cette frontière ? Vous savez, pour la première fois, on en a parlé pendant les discussions avec un ex-président des États-Unis, chez moi, au Gareva. C'était presque une plaisanterie. Lorsqu'il a regardé la carte de la Fédération de Russie, nous connaissons tout le monde, je veux le redire encore une fois, la Russie reste le pays